Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports avec ce soir avec nous comme invité le Tostri qui organise la semaine prochaine le désormais incontournable triathlon des lacs. En leur compagnie dans la deuxième partie de ce JT, nous vous présenterons tout ce qu'il faut savoir sur cette 7e édition. Mais avant cela, regardez le sommaire de ce Journal des Sports. Nous reviendrons sur l'ultime journée du championnat de France de football de Ligue 2 avec le match sans enjeu entre l'Estac et Vannes. Nous poursuivrons avec le classico du motoball entre le Suma de Troyes et Valréas disputé samedi soir. Les Diables Rouges avec comme objectif d'enchaîner après leur victoire à Camaret. Et puis enfin, nous terminerons ce journal avec du rugby avec la fête organisée par le club de Romilly. À cette occasion, le RRC avait mis en place le tournoi des copains. Voilà pour les principaux sujets qui nous intéresseront ce soir. Et comme je vous le disais en introduction, vendredi soir, l'Estac achevait sa saison à domicile avec la réception du club relégué de Vannes. Aucun enjeu donc entre les deux formations puisque les Troyens s'étaient officiellement sauvés la semaine dernière contre Laval. Baissé de rideau donc pour les footballeurs au bois, mais aussi pour deux joueurs emblématiques. Hommage appuyé à Gaël Sanz et Éric Marester avant ce match. Départ en retraite pour le capitaine emblématique de l'Estac alors que Marester, lui, espère poursuivre sa carrière sous d'autres cieux. Les deux compères verront une bonne entame de la part de leur partenaire. Barreto, notamment, sème la panique dans le camp vantais et ce, dès la 6e minute. Cela ne durera pas car les Bretons, malgré leur relégation entérinée la semaine dernière, ont envie de jouer et de se faire plaisir. À plusieurs reprises, Blondel est obligé de s'employer pour éviter une ouverture du score morbihanaise. L'Estac tente de réagir avant la mi-temps, mais les Troyens sont trop confus au moment de conclure. En deuxième période, comme souvent, les Aubois montrent un tout autre visage. Ils sont même dangereux à l'image de Bétiol, fracassant le poteau sur cette frappe à la 55e minute. 52 secondes plus tard, c'est Grax qui touche du bois sur ce centre de Nsakala. Il était dit que les Troyens ne remporteraient pas ce dernier match. Quintin, sur un coup franc détourné, donne la victoire à Vannes. Et comme un symbole, l'Estac s'incline une nouvelle fois à domicile. Par rapport au premier match du championnat, il restait 7 joueurs seulement sur la feuille de match. 7 joueurs sur 16. Avec une équipe très jeune, très jeune, qui a montré... comme contre Laval, qui a montré toute sa saison beaucoup de générosité. Mais je le dis, la générosité, le cœur, dans le monde de l'excellence, en Ligue 2 ou en Ligue 1, ça ne suffit pas. On est déçus surtout du but qu'on se prend, parce que bon, je pense qu'on méritait mieux. Ensuite, maintenant, je pense qu'on a quand même montré des choses et on s'est défendu. Ça y est, cette saison 2010-2011 est enfin finie. Il est temps de passer à autre chose. Après tout, le maintien a été acquis et c'est bien la seule chose qu'il faudra retenir de cette saison. Une saison achevée donc sous les sifflets donc du public du Stade de l'Aube. On regarde donc les derniers résultats pour faire le point, pour voir que Dijon est finalement la dernière équipe à monter en Ligue 2 en compagnie d'Ajaccio et donc Évian. Grâce à sa victoire, Ajaccio monte avec Dijon malgré la défaite de Dijon à Angers, 1-0. Alors que c'est Vannes, Nîmes et Grenoble qui descendent en championnat de France de national. En préambule de cette rencontre donc, entre l'Estac et Vannes se disputait le challenge Mazzoni, mettant aux prises comme chaque année d'anciens joueurs. Vendredi, les clubs de Metz, Dijon, Reims et l'Estac étaient représentés avec notamment dans les rangs troyens de vieilles gloires comme Linger, Braja Djukic ou bien David Hamet qui avaient fait le déplacement. Ce sont les Troyens qui l'ont finalement remporté, ce challenge Mazzoni face à l'équipe de Dijon, pourtant renforcée par Éric Carrière. Victoire donc des Troyens 3-1 sur des buts de Linger, Akena et Le Sage. Voilà le but d'Éric Linger. Autre événement lié au football et à l'Estac, le début de la campagne des transferts. Sitôt le maintien acquis, les Troyens sont passés à l'action en commençant à faire leur prospection ou en obtenant ses premières signatures. La priorité pour le club en 2012, la jeunesse. Les grands chantiers du recrutement n'auront pas attendu longtemps avant d'être lancés. Dès le maintien acquis vendredi soir contre Laval, les dirigeants troyens étaient déjà autour d'une table afin d'évoquer la saison prochaine. Dès lundi, une prolongation de contrat était officielle, celle de Claudio Beauvu jusqu'en 2013, avant qu'il ne soit prêté dans la foulée à Châteauroux pour l'exercice 2011-2012. Aujourd'hui,
Ce sont 3 jeunes qui se voyaient octroyer leur premier contrat professionnel. Wilfried Rother, Mohamed Camara et Michael Barreto évolueront en juillet prochain dans le groupe pro. Pour Michael Barreto, qui a vécu à la fois son premier match en Ligue 2 et donc cette signature, c'est une folle semaine. Oui, c'est une très bonne semaine pour moi. En plus, j'ai eu la chance de jouer encore vendredi. Et ouais, c'est un grand moment. Je n'oublierai pas cette semaine. Une véritable récompense en revanche pour Wilfried Rother, le local qui jouera l'an prochain devant sa famille. J'ai déjà joué, mais c'est clair que jouer avec un vrai numéro dans le dos, la famille et tout, j'attends ça avec impatience et j'espère que ça arrivera bientôt. Et enfin pour Momo Camara, ce sera l'occasion de montrer ce qu'il vaut après plusieurs apparitions sans avoir pour autant marqué. Oui, de marquer beaucoup de buts et pourquoi pas titulaire. Ces signatures récompensent aussi le merveilleux travail de formation fourni par le centre, dirigé par Claude Robin. La formation, une nécessité dans le football moderne où l'argent est devenu le nerf de la guerre. Je pense que c'est important pour que notre équipe éducative se sente valorisée. Et je crois que par l'intermédiaire de 3 jeunes qui signent pro, elle ne peut pas l'être mieux, quoi. C'est donc le coup d'envoi de la campagne. Des transferts vont suivre des recrues venues de l'extérieur afin de renforcer l'équipe. Mais avant, il faudra régler le problème des joueurs en fin de contrat comme Carlier, Brocard ou bien Mathieu Saunier, auquel il a été proposé une prolongation. Je voulais attaquer les discussions qu'après le maintien. Quand on a commencé les discussions cette semaine, ça va énormément bouger d'ici la fin de la semaine, je crois, ou plus tard samedi. Pour le reste, Daniel Mazzoni, le président de l'Estac, a promis qu'il n'y aurait plus aucun départ, sauf grosse proposition, notamment pour Julien Faussurier. Et toujours dans le cadre de la saison 2011-2012, j'ajoute que l'Estac s'est adjoint les services du milieu de terrain de Châteauroux, Xavier Thiago, le Brésilien, pour la saison prochaine. Un joueur qui était libre, donc pas de transfert à payer. Les résultats du championnat de France de CFA2 avec un nouveau match nul pour l'équipe de l'Estac B face à Solonget, ce qui donc signifie que l'Estac B ne pourra pas monter dans le championnat de France de CFA. C'est vraisemblablement l'Union de Sarre, vainqueur 6-0 de Saint-Dizier, qui s'empare de cette 3e place, donc si importante pour la montée. On reste dans la balle ronde, mais beaucoup plus grosse, puisqu'on évoque le motoball avec le célèbre classico Suma-Valréas. Les deux équipes se partagent 31 titres de champion de France. Autant dire que le choc de samedi soir promettait beaucoup, même si les deux équipes sont un peu dans le creux de la vague en ce moment. Guézou et Terrine blessés, il ne restait que Nicolas Perea, l'entraîneur des gardiens, pour tenir le rôle de portier dans la cage troyenne. Quant à Perea, il n'est nullement impressionné au moment de s'opposer aux attaques de Valréas. Mais c'est bien le Suma qui va contrôler ce début de rencontre. Les Diables Rouges vont multiplier les occasions devant le but de Verdini. Ils sont récompensés au quart d'heure de jeu sur cette frappe de Visiorek. La balle frappe le poteau et rebondit dans le dos de Verdini avant de franchir la ligne. 1-0 pour les Aubois, puis 2-0 à la 26e minute de jeu. Dès la reprise du second quart-temps, Goutorbe, plein axe, ajuste Verdini, le gardien vauclusien. On avait toujours eu du mal à rentrer dans les matchs. Et le fait d'aller à Camaret et de rentrer plein pot dans le match nous a fait du bien. Donc j'avais demandé à ce qu'on renouvelle un peu l'opération. À ce moment de la partie, les hommes de Philippe Lenoir dominent largement le match. Mais au fil des périodes, les sumaïstes vont baisser de pied. Cela va profiter aux sudistes qui vont peu à peu reprendre la main. Perea, à plusieurs reprises, doit s'employer pour empêcher le retour de Valréas. Et pourtant, Perea sera l'acteur malheureux du retour des Vauclusiens, puisqu'à la 53e minute, sur une frappe plongeante, le portier troyen voit là-bas renvoyer le ballon sur son épaule et pénétrer dans la cage. La même mésaventure que Verdini lors du premier quart-temps, mais pas les mêmes effets puisque les Aubois vont réagir positivement suite à ce but sudiste. Le Noir ou Visiorek auront l'occasion de donner un peu d'air à leur formation, mais à chaque fois, le gardien adverse fera échec à leur tentative. Malgré un dernier coup de chaud dans les ultimes minutes, les Diables Rouges tiennent bon et remportent un second succès d'affilée. Belle victoire, ouais, quand même, parce qu'il y avait la victoire au niveau des 3 points. Bon, après, au niveau jeu, ça n'a pas été non plus le jeu qu'on attendait. Bon, on a réussi à faire une paire d'actions, mais bon, c'était un peu fouillon. Mais bon, le principal, c'est les 3 points, quoi. Le Suma s'est rassuré en battant Camaret sur son terrain la semaine dernière et en enchaînant avec un succès sur son rival de toujours, Valréas.
Cela faisait très longtemps donc, que le SUMA n'avait pas enchaîné avec 2 victoires. On regarde justement le championnat de France de National A pour voir que dans les autres rencontres, Neuville a battu Robillon 6-2. Carpentras a eu beaucoup de mal à se défaire de Camaret 4-3 et Vougeaucourt, un petit peu à la surprise générale, a été battu par Monteux 7-6 au classement. Neuville est en tête, suit Monteux suite à cette victoire sur Vougeaucourt, 15 points. Le SUMA s'accroche en 6e position avec 11 points. C'est Houlgat qui est dernier avec 4 points. Ce week-end, alors que les demi-finales du top 14 viennent de s'achever, le Romilly Rugby Club organisait sa traditionnelle fête au stade Thierry Moussin. En parallèle de cet après-midi, le RRC mettait en place le tournoi des copains qui invitait à découvrir la pratique du rugby ainsi que le monde qui l'entoure. Reportage. Lorsqu'il s'agit de faire la fête, Romilly voit toujours les choses en grand et encore une fois, les dirigeants du RRC n'ont pas lésiné sur les moyens. Tout d'abord, en organisant le tournoi des copains, initiative destinée aux licenciés chargés ensuite d'inviter des amis à découvrir le rugby. Ça fait découvrir un nouveau sport, donc agréable. Moi qui est footballeur à la base, donc ça fait découvrir un nouveau sport, comme je disais. Et cela marche, puisqu'outre les joies de la compétition, les copains pouvaient ensuite goûter à toutes les spécificités du monde de l'Ovalie avec plusieurs jeux de force basque. C'est le pays du rugby, au Pays Basque, donc c'était un moyen de mélanger l'activité, le plaisir de jouer et tout ça. Et en plus, donc, ça rapporte des points. Donc pour les novices complètement au rugby, ils peuvent gagner des points rien qu'à l'activité force basque. Donc en fait, c'est du bonus. Et même si on ne sait pas jouer au rugby, on peut remporter le tournoi ce soir. Romilly ne s'est pas contentée d'organiser cette compétition. Elle s'est adjoint 2 parrains de qualité avec Maurice Buzy-Pucheux, vice-président du comité du Béarn, et Serge Rabalot, ancien entraîneur de l'équipe de France A de rugby. Il y a quelques temps qu'on m'avait proposé, puis je l'ai fait avec plaisir, d'autant que je dois rentrer à Marcoussis normalement dimanche soir, donc ça faisait une excellente occasion de voir un petit peu le rugby dans des régions où on n'a pas l'habitude trop d'aller, effectivement. L'un des buts de cette journée consiste bien sûr à attirer bon nombre de licenciés pour les saisons à venir. Cela tombe bien, le club de Romilly cumule les bonnes nouvelles avec notamment la montée de l'équipe senior en première série dont le stade vient d'être doté d'un nouvel éclairage. Jean-Pierre Suta, le président de la Fédération française de basketball, était à Troyes vendredi après-midi afin de visiter les infrastructures locales dans l'optique du 5e tournoi international regroupant les meilleures équipes européennes jeunes. Le président de la FFBB s'est déclaré plutôt satisfait des gymnases troyens à notre micro. Impressionné par la capacité qu'a eu ce département à créer ce lieu ici. Bon, il y a du foot, je pense que c'est aussi quelque chose d'important, mais il y a les moyens ici de faire du basket de très bon niveau. Je pense que l'équipe autour de Jacques s'y emploie. Si on peut nous les aider quelque part, je pense qu'il y a matière de faire quelque chose de bien. Bon, ils l'ont prouvé, ils ont le savoir-faire avec des organisations de tournois l'été. Mais après, bon, il faut meubler aussi les compétitions de clubs l'hiver. Avant de parler triathlon, évoquons le titre de champion de France de division 3 pour Sandrine Dumoulin-Rincent, qui est à Amiens ce week-end à l'épée. Un titre qui fait suite à la médaille de bronze obtenue par Arthur Salac à Poitiers la semaine dernière au championnat de France cadet national 2. 2 médailles donc pour le 3 gymnique Aix-en-Othe. Et puis enfin, excellent résultat pour le coureur au bois de Big Mat Aubert en cyclisme, Benoît Drujon, qui a gagné pour la 7e fois cette saison à l'occasion de la 2e étape du Tour de Côte d'Or. Il marche très très fort, Benoît Drujon. Le cycliste, pas le triathlète, puisque je sais qu'il y a un triathlète au TOS qui s'appelle exactement pareil, et puis ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bonsoir messieurs, le TOS Triathlon est bien représenté ce soir, avec Patrick Journeau. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Monsieur Coquet, le président du TOS Triathlon. Bonsoir Stéphane. Et Yann Pignot, l'organisateur du Triathlon des Lacs, le 7e Triathlon des Lacs, depuis que le triathlon est revenu à Lusigny. Yann, ça approche petit à petit Oui, tout à fait. La pression monte. On a encore pas mal d'inscriptions qui arrivent, mais les épreuves devraient être quasiment complètes en fait. Maintenant, c'est toujours la petite pression aussi liée à la météo, puisqu'on peut avoir une météo un peu particulière, ou trop chaud. C'est-à-dire ? Éventuellement trop chaud, puisque l'année dernière, on a eu quand même un samedi qui a été très, très haut en température, et éventuellement un risque d'orage qui pourrait compliquer un petit peu la course et l'organisation. Bon, après, on fait ça en toute sécurité, donc on essaiera de mettre le maximum de chances de notre côté.
équipé, ça se présente bien en tout cas. Combien de triathlètes sont attendus sur les 2 jours ? Environ 1200 triathlètes sur les 2 épreuves, enfin le samedi, donc les enfants, les équipes et le sprint, où il y a à peu près 600, 700 même participants, et puis 550 sur le longue distance le dimanche. Alors ça a été un petit casse-tête pour organiser le 7e triathlon des lacs cette année, parce que vous avez eu beaucoup de choses qui se sont greffées sur le parcours vélo, notamment du côté de Doche. Oui, c'est vrai, on a eu quelques surprises pas vraiment de dernière minute, puisqu'on a été averti quand même 2 ou 3 mois avant, mais en réalité, le même jour, on a eu effectivement un mariage d'organiser. C'est un événement heureux, mais ça nous compliquait un petit peu la sécurité. On a aussi une inauguration au Moulin de Doche, du jardin des Moulins de Doche. Donc on a trouvé un compromis sympa avec l'organisateur. Donc lui fait l'inauguration le samedi et il nous laisse le circuit pour le dimanche. Et puis on a aussi les championnats, une manche des championnats de France de voile sur le lac, donc qui dure tout le week-end. Donc effectivement, et si j'avais oublié quand même le cerise sur le gâteau, on avait quand même des travaux sur une des principales routes qu'on emprunte et qui nous a un petit peu perturbé. Et d'ailleurs, il y aura un petit passage un peu délicat, mais sans plus, quoi. Donc finalement, on n'emprunte pas la côte de Doche cette année. Tout à fait. Alors c'est le gros changement. Le gros changement sur le sprint. Effectivement, pour éviter les 2 petits problèmes de circulation du samedi, sur le sprint, pas la côte de Doche. Par contre, sur le longue distance, on conserve la côte de Doche. D'accord. Alors, quel client on va avoir, Patrick, sur ce triathlon longue distance, celui qui nous intéresse, celui des Cadors, dimanche? Donc, comme disait Yann, il va être rempli cette année comme les autres années précédentes. Combien ? Donc 550 participants, il y aura 18 tossistes avec pratiquement toute l'équipe élite qui sera présente, sauf Stéphane Lebon, comme il prépare un Ironman dans pas très longtemps. Il sera donc avec le dossard 1 sur le sprint. Et les principaux concurrents... C'est l'occasion de dire qu'il peut gagner le sprint. Oui, c'est vrai qu'il a un potentiel. C'est sûr que là, il vient de faire un format identique à celui qu'on prépare dimanche à Belfort, c'est qu'il a fait une 22e place, c'est qu'il y a tous les pros aussi, donc il a fait une belle performance. Et on a 7 élites garçons sur le LD, le longue distance, avec notamment des habitués comme Damien Fabre-Félix, mais aussi José Jolan, et un petit nouveau là qui est très très fort et dans toutes les disciplines, et notamment en natation, c'est Anthony Panier, qui va être la première fois qu'il vient, il est de Metz. D'accord. Et est-ce qu'on a une chance peut-être au Tostri, Julien Fourier peut-être? Ouais, je pense qu'il y a déjà 2 qui sont en super forme. C'est Julien qui a hyper progressé. Il lui manquait un petit peu la natation. Et là, il a travaillé tout cet hiver pour gagner des minutes. Donc là, il est vraiment très fort. Bon, il y a Eric Pina, lui, qui vient de faire Chaumont, qui est très bien préparé. La distance est peut-être un peu court pour lui. Voilà. Et par contre, lui, le temps va l'avantager, parce qu'il n'aime pas le temps froid. Et si les températures qu'ils annoncent sont les bonnes, je pense qu'il fera quelque chose. Derrière, ça sera un petit peu plus groupé. Il y a Sébastien Michon qui manque de compétition, mais qui reviendra bien, parce que c'est un très grand compétiteur. Ce sera l'un de ses premiers triathlons, ce n'est le premier? Ça sera le premier pour cette année-là. Il sortait de blessure. Et derrière, il y a Greg Zieba, Mathieu Journeau, notamment, qui seront très bien placés, je pense, quoi. C'est le point, Mathieu Journeau qui a gagné le triathlon du 3e Nick, le premier de sa carrière. L'occasion de le signaler. C'est le point d'orgue de la saison pour le TOS Triathlon, c'est le Tri des Lacs, Stéphane. J'imagine que ça doit faire quelque chose comme 1 an que vous êtes dessus, à peu près. Oui, non, mais c'est vraiment quelque chose d'important au niveau du club, pour la représentation du club et de tout ce qui est autour du triathlon des lacs, du lac, de l'Usigny. Yann travaille dessus avec Patrick depuis le mois de septembre. Une réunion mensuelle est organisée pour en permanence mettre les choses au point et les derniers détails à régler, comme le fait Yann et Patrick. Et puis maintenant, tout est mis en place. Je crois que l'organisation est maintenant bien rodée. 7e édition, tout est ouvert et il ne manque plus que le beau temps. On est bien parti vu ce qu'il nous annonce et je pense que ça devrait bien se passer. À part ce qu'on a évoqué tout à l'heure à propos des petits incidents sur le parcours vélo, est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau de l'organisation, une nouveauté? Non, on va garder la même organisation, on a gardé la même ambiance, surtout la convivialité. On veut toujours essayer de garder ce côté festif. C'est un sport où ça demande beaucoup de contraintes au niveau de l'entraînement, mais on veut aussi en même temps montrer aux gens que c'est ouvert à beaucoup de gens et à tout le monde. Beaucoup de gens hésitent à venir et ce qu'il faut, c'est qu'on montre que le triathlon est permis à tout le monde. C'est vraiment un sport qui est ouvert à beaucoup de gens.
Ouais, même aux gens qui ne sont pas bien entraînés. Même aux gens qui ne sont pas bien entraînés, mais je pense que David, tu t'es bien préparé pour samedi. Il y a juste une petite différence néanmoins sur le format à venir, en fait, puisqu'on donnait un départ à 14h et c'était un peu précité dans l'après-midi. Alors c'est quoi la catégorie à venir? À venir, c'est de 8 ans à 15 ans. Hein, il y a deux épreuves, en fait. Avenir 1, 8 ans à 11 ans et Avenir 2, de 12 ans à 15 ans. Et en fait, les années passées ont démarré à 14h et c'était un peu court par rapport au programme de l'après-midi. Cette année, on fait un petit changement, une nouvelle tentative. On va faire un départ à midi, en fait, ce qui va nous permettre d'être plus tranquille pour démarrer le sprint. Et par contre, on va aussi enchaîner sur une remise des prix avec podium des enfants. Dans la foulée. Directement dans la foulée, c'est plus sympa que de les faire attendre 6h du soir. Donc c'est une petite nouveauté. Et j'espère que les anciens participants et surtout les parents regarderont bien les nouveaux horaires pour ne pas se faire piéger. De mettre un fil conducteur pour garder un petit peu tout le monde. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a comme catégorie sur ce triathlon? On l'a dit, il y a le sprint, il y a le longue distance, donc il y a l'avenir, Avenir 2, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Avenir 1 et 2, je l'ai dit, 8, 11, 12, 15. Après, sur le sprint, on démarre à la catégorie cadet. Et ensuite, donc les seniors et les vétérans. Oui. Par contre, on ne distingue pas dans les vétérans de différentes catégories. On a aussi une épreuve sur le sprint de relais, où là, on a 3 catégories, hommes, femmes ou mixtes, en fait, en fonction des participants. Pour expliquer, il y a un triathlète un qui fait de la natation, un qui nage, un autre qui fait du vélo. Voilà. Et un qui finit en course à pied, en fait. C'est une équipe de 3. Ils font la même épreuve que le sprint. On décale juste le départ, en fait. À 16h, c'est le départ des féminines. 10 minutes après, les masculins. 10 minutes après, les équipes. Et donc pour les équipes mixtes ou hommes ou femmes uniquement. Et puis, sur le longue distance, uniquement les seniors et vétérans, puisque c'est une épreuve qui est plus longue et qui n'est pas ouverte aux jeunes. Et en fait, je révisais un peu mes statistiques, ce qui est assez rigolo en termes de participation féminine, puisque la Fédé pousse pas mal le triathlon au niveau des féminines. Oui. Et finalement, plus les catégories sont jeunes, plus il y a de filles. Finalement, on a à peu près 40% de jeunes filles sur les épreuves à venir, 20% sur le sprint et seulement un petit 10% sur le longue distance. Et malgré tout, c'est quand même une belle participation, puisqu'on aura une 50aine de filles sur le longue distance, c'est pas mal. Dans quel triathlon on peut encore s'inscrire? Le longue distance, c'est fini? C'est bouclé depuis fin novembre, donc ça fait très longtemps. Donc il reste encore, je pense, une centaine de places sur le sprint, une 50aine sur l'avenir et à peu près, peut-être que 5 places sur le triathlon par équipe. Voilà. Et d'ici la fin de la semaine, je pense que les 3 épreuves seront complètes. Et on peut encore s'inscrire sur place? Éventuellement, s'il reste des places. Voilà, mais il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Tout à fait. On passe à l'agenda pour voir ce qui se passe dans le week-end sportif qui arrive avec dès jeudi, le jeudi de l'ascension du sport avec du cyclisme, le Grand Prix d'Aix-en-Othe réservé aux 2e et 3e catégories, un prix organisé par l'UVCA 3 à partir de 14h près du Jard. Toujours Aix-en-Othe, le challenge national d'épée organisé par le 3 Gymnique Aix-en-Othe dès 9h au gymnase donc d'Aix-en-Othe. Le vendredi 3 juin, championnat de France de voile, nous l'évoquions tout à l'heure, qui commence dès vendredi, le départ 10h à Ménil-Saint-Père. Et puis pour terminer, évidemment, le triathlon des lacs, nous en parlions il y a un instant, départ 11h de la plage de Lusigny sur Barse. Voilà, c'est la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À bientôt.